Salut à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo en mode confinement, questions-réponses, épisode 9. Comme vous voyez, je suis tout seul, j'ai pas Jordan avec moi, donc je vais faire cette vidéo fait maison. Vous m'avez envoyé quelques questions sur les réseaux sociaux, je vais essayer d'y répondre. Voilà, je crois que vous connaissez le format depuis le temps. C'est parti du coup. Première question de Valentin. Comment arriver à développer notre puissance aérobie? Est-il bon de faire que du Metcon, comme du Fortime ou du AMRAP, ou est-il obligatoire de faire du spécifique sur ergo ou course? Et qu'en est-il des zones d'interférence? Peut-on faire du bodybuilding fonctionnel et ensuite plus tard dans la journée développer notre puissance aérobie? Dernière question, doit-on faire d'abord un travail de capacité aérobie avant de faire la puissance? Ok. Alors déjà, première chose, il faut faire attention quand on utilise le terme puissance aérobie. Moi personnellement, j'utilise plus trop ces classifications-là lorsque j'organise l'entraînement de mes athlètes. Tu peux faire, pour illustrer ça, moi j'utilise d'autres. Donc avant on utilisait, je l'explique dans une vidéo d'ailleurs que tu peux aller voir. Le nom de la vidéo c'est filière énergétique ancien et nouveau modèle en deux parties. Tu peux les regarder toutes les deux. Ça répondra en partie un petit peu à ta question. Après, pour illustrer ce que je veux dire, c'est que tu peux faire un test de puissance aérobie sur rameur et un test de puissance aérobie en course à pied, et tu peux avoir des résultats totalement différents selon ton profil, étant donné que les contraintes ne sont pas les mêmes. Sur un test de puissance aérobie sur course à pied, tu as des contraintes gravitaires unipodales, donc des appuis unipodaux avec de la pliométrie basse, etc. Et sur un test aérobie au rameur, tu vas pas avoir du tout de contraintes gravitaires, tu vas être assis sur le siège. Ce qui donne ta vitesse, c'est la vitesse à laquelle tu fais tourner le ventilateur du rameur et donc la puissance que tu mets dans ton tirage sur la chaîne, ce qui n'est pas du tout pareil lorsque tu cours ou tu fais avancer un pied après l'autre, d'accord? Donc tu as quand même une composante d'économie de course qui rentre en jeu, une composante gravitaire qui est en jeu sur la course, qui n'est pas le cas du tout sur le rameur. Du coup tu peux faire un protocole de développement de puissance aérobie sur ton rameur et avoir quasiment pas de transfert sur ta course à pied selon ton niveau. Si tu es débutant, tu en auras forcément. Si tu n'es pas débutant, pas forcément. Donc si tu commences... par exemple, si, imaginons tu prépares une saison de compétition en CrossFit et tu prépares des qualifs pour des throwdowns et tu décides du coup de faire un protocole de développement de puissance aérobie sur assaut bike, sur rameur ou sur course à pied, dans le but d'avoir des adaptations de puissance aérobie, des adaptations centrales pour être meilleur après dans tes metcon, tu auras peut-être quelques transferts, mais pas forcément. Si tu t'entraînes à mettre de l'énergie sur du power snatch burpee, tu deviendras bon sur du power snatch burpee. Si tu t'entraînes à mettre de l'énergie sur du rameur ou de la course à pied, tu t'entraîneras à mettre de l'énergie sur le rameur et la course à pied. La manière de respirer n'est pas la même. Les cadences sur le rameur, si tu t'entraînes, tu te bases sur une vitesse aux 2 km, les cadences ne seront pas les mêmes si tu te bases sur une vitesse aux 5 km, etc. Sur du power snatch, tu as des composantes gravitaires et sur des burpees aussi. Sur du rameur, tu l'as pas. Tout ça fait que, certes, tes systèmes cardiovasculaires et respiratoires rentrent en jeu. Si tu as un peu d'adaptation sur ceux-ci, ça va t'aider sur tes metcon un petit peu. Mais une grosse partie est occultée, ce qu'on appelle l'économie de course. Donc, les synchronisations des fibres dans le bon tempo, les relâchements dans le bon tempo qui font que tes mouvements sont plus économes, etc. sont occultés si tu fais des protocoles de développement de puissance aérobie sur ergo que tu n'auras pas sur des metcon. Après, sur ta question, est-il bon de faire que du metcon comme du Fortime ou du AMRAP? Est-il obligatoire de faire du spécifique sur ergo course? Alors, la stratégie de faire faire du développement aérobie, puissance aérobie sur des ergos ou de la course pour être bon en metcon n'est pas forcément la plus adaptée. Mais la stratégie de faire que des metcon pour être bon en metcon n'est pas forcément aussi adaptée. Comme je l'explique dans ma vidéo des systèmes énergétiques, tu peux avoir des athlètes limités au niveau du système respiratoire et des athlètes limités au niveau du système cardiovasculaire, et faire que des metcon ou des AMRAP
En fait, on va pas cibler ces limitations-là, on fait pas du travail de limitation. Lorsqu'on fait des metcon ou des for-time, des for-time ou des AMRAP en metcon, on fait du spécifique, ce que moi j'appelle de la simulation au sport. Donc en fait, tu recrées le même effort que tu as en compétition. C'est certes très utile. Moi personnellement, dans mon entraînement, je le fais 2 fois par semaine. Ça dépend de la saison, des fois 1 fois, des fois 2 fois, des fois 3. Mais en tout cas, ça doit être fait toute l'année. Donc tu dois faire du for-time, enfin tu dois faire du sport spécifique toute l'année. Après, le pourcentage va dépendre du moment de la saison. Donc tu as besoin aussi de travail de filière de système énergétique dans ton entraînement pour vraiment cibler tes limitations. Mais le pourcentage de l'un et de l'autre va varier selon la saison. Et tu peux pas faire comme en début de saison que du travail de limitation de tes systèmes énergétiques et en fin de saison que du metcon. Parce que tu n'auras pas un transfert direct. Il faut qu'il y ait toujours un peu des deux pour créer un pont entre les deux. Donc pour qu'il y ait un transfert, que ton travail de système énergétique ait un transfert sur tes metcon, il faut que tu le fasses toute l'année du metcon et après en fait tu vas varier en fonction de la période de l'année. Si tu fais que du travail de filière énergétique, après tu arrêtes et tu fais que des metcon, tu vas te déconditionner. Ce qu'on veut éviter, donc on garde toujours un peu des deux, ça dépend le pourcentage selon la saison pour toujours garder une stimuli pour maintenir l'adaptation. Ensuite pour la question des zones d'interférence, peut-on faire du bodybuilding fonctionnel et ensuite plus tard la journée développer une puissance aérobie? Alors oui, j'avais répondu à cette question dans une vidéo précédente il y a quelques mois. Toutes les méta-analyses, toutes les études montrent que les seules interférences qu'on trouve, c'est sur le travail de puissance. Et c'est assez limité s'il y a des stratégies nutritionnelles adaptées ou si le travail de développement de filière énergétique porte sur un mouvement qui biomécaniquement ressemble pas trop au développement de force ou de puissance. Après, quand tu parles de bodybuilding fonctionnel, j'imagine que tu fais référence à ce qui a été, on va dire, un peu popularisé par OPEX et Marcus Fillet, donc des exercices de résistance, le plus souvent analytiques ou unilatéraux avec du temps sous tension, etc. Ou peut-être tu fais référence à de la force, je sais pas. Mais en tout cas, tu peux faire, oui, du développement de force ou de puissance dans la même journée qu'avec du développement de puissance aérobie. Souvent dans les études ils préconisent de faire d'abord la force et après le travail de filière énergétique pour avoir moins d'interférences. Après c'est pas forcément automatique. Je sais que moi personnellement je préfère faire la force l'après-midi parce que le matin je suis pas assez réveillé et puis même en termes endocriniens je me sens pas au top. Même au niveau psychologique je me sens pas c'est pas là où je me sens mieux le matin pour faire la force. Après c'est à chacun de tester, la science dit une chose, après moi je suis assez, on va dire, esclave de ce qui marche. Si pour un athlète ça marche de faire la force le matin ou l'après-midi, je vais lui conseiller de continuer de faire ça s'il a du résultat et s'il se sent mieux. Ensuite, en tout cas pour la réponse claire, non, il n'y a pas forcément d'interférence. En tout cas les études montrent qu'il y a des interférences et c'est limité et c'est que sur la puissance en général. Ensuite, dernière question, doit-on faire d'abord un travail en capacité aérobie avant de faire en puissance? Alors, pour ce qui est du travail de capacité aérobie, donc quand je parle de capacité aérobie, je m'imagine que tu te réfères à des efforts longs et des efforts longs à intensité modérée. Personnellement, selon la limitation de mon athlète, je l'intègre toute l'année. Le pourcentage dépend du moment de la saison évidemment. Pour moi en crossfit en tout cas, si ce que tu prépares c'est des compétitions de crossfit, si tu prépares des triathlons ou du ski de fond, ça sera pas, je te donnerai pas la même réponse évidemment, mais en tout cas pour du crossfit, moi je sais que pour mes athlètes par exemple limités au niveau cardiovasculaire, le travail long à intensité modérée va être un peu comme un accessory work avec le travail de filière énergétique et de désaturation, c'est-à-dire que un peu comme du Bulgarian Split Squat après du back squat. C'est comme ça que moi j'utilise le travail long, intensité modérée. Je pense que en début de saison, faire que du long et modéré en foncier pour après faire de la puissance,
c'est pas le plus adapté. Même les athlètes d'endurance, ils utilisent ce qu'on appelle les méthodes polarisées, c'est-à-dire que ils polarisent l'entraînement, donc ils vont faire de l'entraînement à haute intensité, PMA, et de l'entraînement à basse intensité. Le volume d'entraînement à basse intensité est plus élevé, ce qui est normal étant donné que pour qu'il y ait les adaptations escomptées, il faut faire plus de volume que sur du travail de puissance, évidemment. Mais du coup, la réponse est oui, il faut que tu en fasses. Est-ce qu'il faut que tu fasses que ça avant de commencer ton travail de PMA? Non. Ok. Après, si tu es en début de saison, tu vas en faire un peu plus. Et si tu es en début de saison, je te conseillerais, pour ton économie de course et pour ta capacité à encaisser les volumes de contraction, faire du travail de capacité, mais pas que sur ergomètre. Ça peut être par exemple des intervalles avec des mouvements spécifiques au sport, donc des wall balls ou des burpees, ça peut être n'importe quel mouvement sur lequel tu n'es pas à l'aise, pour augmenter ton seuil de tolérabilité à des efforts moindres. Ça peut t'aider. Après, ça dépend de l'athlète, ça dépend des besoins de l'athlète. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Difficile de répondre clairement à cette question, ça dépend du contexte. Rien ne marche universellement. J'espère avoir été assez clair pour toi. Je vais passer à la question suivante. Question de Jules. Une RM sur l'exercice d'isolation tel que le curl biceps pour faire du travail en pourcentage. Alors la question, je sais qu'elle est posée au second degré, mais je vais quand même y répondre. Non, pas de 1RM sur les exercices analytiques. Le but des exercices d'isolation ou analytique, c'est de apporter un soutien aux exercices principaux, ou dans certains cas régler un déséquilibre musculaire. Donc là, le but, c'est vraiment, je pense, la priorité sur ces exercices-là, d'abord créer du contrôle moteur, ensuite la deuxième priorité, un peu de volume, puisque souvent sur les exercices principaux, en CrossFit, on est plus orienté sur de la force, ou en tout cas de la haute intensité, donc moins de volume, évidemment. Donc non, les 1RM pour faire du travail pourcentage, non, clairement pas, non. Puis faire du 1RM sur du curl biceps, voilà, j'ose pas me demander à moi-même à quoi ça doit ressembler. Enfin, voilà. Ensuite, question de Guillaume. Comment travailler des skills bar muscle up, handstand push up pour progresser de façon intelligente? Bonne question. Alors en CrossFit, on est très spécialisé en haltéro, c'est-à-dire qu'on a eu très vite beaucoup de coachs d'haltéro qui se sont intéressés à la pratique pour apporter leur œil d'expert, mais c'est pas forcément le cas en gymnastique. La raison, c'est que la gymnastique de CrossFit et la gymnastique olympique sont assez éloignés quand même s'il y a des choses à prendre, évidemment. Il y a quand même la différence, c'est, on va dire, il y a plus de différence entre la gymnastique olympique et le CrossFit que l'haltérophilie olympique et le CrossFit. Après, bien sûr qu'il existe je l'intègre moi à mes athlètes en tout cas, des exercices techniques et semi-techniques pour améliorer les mouvements de gymnastique qui demandent beaucoup de skills, donc à demande technique élevée, comme les bar muscle up, ou les ring muscle up et les handstand push up. Ce que je fais moi, c'est que j'intègre du travail technique avant de leur faire du travail de développement. Donc pour donner un exemple, sur du keeping HSPU, je vais leur donner des exercices qui vont les aider à avoir un bon alignement des articulations, utiliser ça sur le keeping, etc. Et après, ensuite, ils auront plus tard du keeping HSPU pour avoir un transfert. Après, il n'existe pas une technique qui marche pour tous les athlètes. Il faut aussi, en plus de ce travail-là, on va dire, exposer l'athlète au mouvement pour qu'il trouve son efficience en fonction de sa morphologie, enfin de ses données anthropométriques, et aussi de ses forces et de ses faiblesses au niveau musculaire et au niveau contrôle moteur aussi. Ensuite, avoir une progression, commencer par des exercices simples. Pour certains athlètes qui savent enchaîner les ring muscle up en keeping, des fois j'ai des exemples moi avec mes athlètes, je leur donne des exercices qui sont des fois simples, comme être en support sur les anneaux, bras tendus, et balancer les jambes en gardant le holo et avoir un bon rythme. Des fois c'est difficile
alors que ces athlètes-là sont capables de faire plus de 10 ring muscle up unbroken. Donc avoir une progression sur la complexité des mouvements semi-techniques, et bien sûr ne pas s'attarder que sur ça, parce que une fois que il faut aussi faire exposer l'athlète au mouvement sous fatigue pour aussi qu'il apprenne à garder sa qualité de mouvement même sous fatigue. Mais d'abord, bien sûr, la priorité c'est développer, il faut qu'il y ait une constante recherche en tout cas d'amélioration de la qualité de mouvement. Il existe des coachs de gymnastique qui sont spécialisés sur ça, que vous pouvez trouver sur Instagram, sur internet. Je sais que certains stars de CrossFit sont coachés par ces coachs-là. Moi, j'utilise pas mal de semi-techniques sur mes athlètes pour les aider à progresser sur les mouvements techniques en gymnastique. Voilà. Donc la règle, on va dire, c'est commencer simple sur les exercices techniques, avec mettre une progressivité de plus en plus, avec des mouvements de plus en plus complexes, mais tout en exposant les athlètes aux mouvements techniques de base. Question suivante de Joris. Comment fais-tu pour... Ok, on va passer cette question. Question de Joris. Comment gérer ces périodes de moins bien physiquement, adapter le nombre de séances? Alors, ce qui est préconisé en sciences de l'entraînement, normalement, sur de l'affûtage, c'est une baisse du volume de 50% avec un maintien de l'intensité sur de l'affûtage pré-compétition. Après, si dans ton entraînement de toute l'année, tu as des périodes de moins bien, ça peut être un signal de ton corps, ça peut être des douleurs tendineuses, ça peut être une perte de sommeil, ça peut être une perte de motivation, ça peut être des douleurs autres que tendineuses, ça peut être articulaire ou autre. Ça peut être des signaux donc, qui peuvent te dire que tu es dans une période de moins bien. Ça peut être aussi le poids sur la barre ou l'intensité sur ton travail de système énergétique ou sur tes WOD. À ce moment-là, il faut savoir s'écouter. Des fois, vous pouvez juste faire une deload sur un week-end, ça peut aider. En tout cas, n'hésitez pas à écouter tous ces signaux, il faut savoir les utiliser. Des fois, on veut juste, des fois, on veut à tout prix faire ça, notre programmation, à tout prix rentrer tout ce que notre coach nous a envoyé et faire le taf. Mais des fois, il faut savoir un peu s'écouter. Des fois, si vous avez une séance de squat et que vous devez faire un nombre de séries avec un certain nombre de reps à un certain poids, peut-être que cette séance-là, il faudra vous contenter d'un peu moins et quand même avoir votre séance dans la poche. Donc, est-ce que c'est mieux de faire sa séance moins lourd que de ne pas faire de séance du tout? Oui, c'est mieux de faire sa séance un peu moins lourd que de ne pas faire de séance. Vous aurez quand même votre stimuli, et en vous permettant de ne pas créer une surfatigue inutile qui aggraverait entre guillemets cet état de moins bien. Après, des fois, si vous décidez de faire une deload parce que vous avez une période de moins bien, ça peut être des fois que sur un week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Réduisez la charge, la contrainte mécanique, donc les barres lourdes, etc. Gardez des séances courtes, à haute intensité. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à faire du travail de tissu mou, d'automassage, de respiration, de méditation, quelque chose qui fait baisser le tonus sympathique, pardon. Et puis voilà. Ensuite, il existe aussi diverses stratégies aussi pour tout ce qui est bien froid, etc. pour vous aider à on va dire, tirer un maximum de cette deload. Ensuite, question suivante, question de Quentin. Comment te prépares-tu pour tes qualifications? Alors, j'ai une coach à distance qui fait ma programmation de manière personnalisée avec un suivi 100% personnalisé. Du coup, en début de saison, dès le mois d'août, elle m'avait demandé quelle compétition je comptais faire. Et en fonction du calendrier, planifier l'entraînement en fonction de ça et périodiser l'entraînement en fonction de ces dates-là. À quoi ressemble mon entraînement en début de saison? Ce qui est simulation au sport, donc c'est-à-dire des metcon et des AMRAP vraiment qui ressemblent à ce qu'on a en compète ou en qualif ou aux open, etc. J'en faisais qu'une fois par semaine. Avec d'autres gens, j'essayais de recréer l'environnement de compétition, donc je le faisais avec d'autres gens à la salle, avec Pascal, Jordan, etc. On était souvent plusieurs, donc ça recrée un peu l'environnement. Ça, je le fais toute l'année.
Après, lorsque j'approche un peu plus proche des périodes compétitives, ça passe de 1 fois par semaine à 2 à 3 fois. Donc la simulation au sport est un peu plus présente, mais je fais pas que ça, parce qu'il faut pas se déconditionner sur les autres choses, donc sur le travail de système énergétique, de force, etc. Ou tout simplement même de travail ce qu'on appelle accessory work, donc des exercices analytiques pour nous aider à développer nos faiblesses musculaires ou autres. Oui, je fais un peu plus de Metcon, enfin de simulation au sport, mais j'en fais pas tous les jours non plus. Ensuite, c'est ce qui me convient à moi, ça convient pas forcément à tout le monde. Ça fait déjà presque 2 ans que je travaille avec ma coach, donc plus le temps passe, plus elle me connaît, plus elle sait à quel stimulus je réponds le mieux. Puis voilà. Prise de masse au 4 quarts recommandée, question de Arnaud. Alors, je sais qu'il pose la question au second degré, mais je vais quand même y répondre. Pour moi personnellement, quand je m'entraîne 2 fois, les jours où je m'entraîne 2 fois, après ma première séance, 20 minutes après, j'ai une prise de glucides à indice glycémique élevé. C'est pas du 4 quarts, c'est pas du 4 quarts, non. Mais en tout cas, ça peut intégrer votre diète si vous entraînez 2 fois. La stratégie du coup d'une prise de glucides à indice glycémique élevé 20 minutes après l'entraînement, le but c'est de restaurer les stores de glycogène pour être prêt pour la séance d'après. Si vous entraînez qu'une fois, je vous déconseille de le faire, en tout cas si vous cherchez à améliorer votre composition corporelle. Si vous cherchez à prendre du poids, il vous faut une surplus calorique. Le 4 quarts c'est pas forcément le mieux, en tout cas les stratégies nutritionnelles ça dépend des gens. Ce qui compte c'est la quantité. Si vous cherchez à augmenter votre masse maigre et augmenter votre poids corporel dans un but de recherche de performance, la quantité compte. Il faut un certain surplus calorique, la qualité un petit peu, donc le 4 quarts je suis pas sûr que ce soit le plus recommandé. Après, si ça vous fait plaisir, après votre première séance, pourquoi pas. Et aussi ce que vous digérez. Donc, la quantité que vous ingérez, ça compte. Mais si 20 minutes après, vous partez tout de suite aux toilettes, c'est-à-dire que vous ne digérez pas, ça ne va servir à rien. Donc, écoutez votre corps. Si le 4 quarts, ça pose aucun problème, pourquoi pas. Mais en tout cas, essayez d'écouter votre corps sur le choix des aliments. S'il y a certains aliments que vous voyez que vous ne digérez pas, ça ne sert à rien de les intégrer dans votre diète. Ce sera tout simplement des calories perdues et de la nourriture que vous ne digérez pas, et ça ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs de composition corporelle. Ensuite, réponse de Vic. Augmenter ses barres en haltérophilie. Alors, question assez générale, difficile de donner une réponse courte. Ça dépend de l'athlète, rien ne marche universellement, on va dire. En tout cas, quand tu parles de barre d'haltérophilie, j'imagine que tu parles de clean and jerk ou clean et snatch. Ça dépend du profil de l'athlète. Certains athlètes vont devoir faire plus de mouvements techniques parce que ils sont limités sur leur force dynamique, donc sur leur mouvement technique, et ont une grosse réserve de force pure. D'autres athlètes vont devoir faire juste de la force et augmenter leur force, et transfèrent très bien leur mouvement technique lorsqu'ils prennent en force. Après, sur mon avis personnel, on fait pas d'haltérophilie, on fait du crossfit. Faire des cycles de squat small off sur 8 semaines, 12 semaines, 20 semaines, je sais pas, dans le but d'augmenter sa force très rapidement, c'est pas forcément le plus adapté. Moi je pense qu'il faut un travail constant. Je suis plus de l'avis de le goutte à goutte fend la pierre que le seau d'eau fend pas forcément la pierre. Donc la dose minimale effective à long terme donnera plus d'adaptation sur le long terme. Donc sur 1 an, si vous faites vos 2 séances de squat par semaine avec une de back, une de front et vos mouvements techniques d'haltéro, si vous arrivez à le faire de manière soutenable, sur 1 an vous aurez beaucoup plus de travail accompli que si vous faites un cycle de 6 semaines où vous squattez 3-4 fois et où il vous faut encore 6 semaines pour récupérer. Voilà, je suis plutôt de cet avis là. C'est pour ça que j'utilise des protocoles d'autorégulation et autres un peu plus adaptés. Le but c'est d'avoir une charge de travail qui soit soutenable et qu'on ait un progrès au long terme et un progrès
comment dire, un progrès au long terme tout simplement. Ensuite, question de Johan, comment utiliser sa fréquence cardiaque en CrossFit? Alors personnellement je l'utilise pas trop, j'utilise plus des oxymètres musculaires. Tu peux aller voir ma vidéo sur les systèmes énergétiques en 2 parties. La fréquence cardiaque, moi je l'utilise que sur les tests d'effort pour déterminer quelles sont les limitations de mes athlètes, si elles sont cardiovasculaires ou respiratoires. Tout simplement parce que ça me permet de voir la réponse cardiaque à l'augmentation progressive de l'effort. Donc un des signes d'un athlète, par exemple, limité au niveau cardiovasculaire, lorsque à un moment donné, sa fréquence cardiaque n'augmente plus, il va rester à une certaine fréquence cardiaque maximale, tandis que l'effort il continue à évoluer dans la progressivité de l'effort jusqu'à échec, alors qu'un athlète limité au niveau respiratoire, au niveau de sa fréquence cardiaque, ça va augmenter jusqu'à son échec. Voilà. C'est un des signes qui me permet de déterminer si l'athlète est limité au niveau cardiaque ou respiratoire. Après, en termes d'entraînement de système énergétique, j'utilise différentes intensités. On n'est pas soit intensité maximale ou soit sous-maximale. Des fois, je leur fais faire des fois du 80%, 90%, 95%. J'utilise plus pour aider mes athlètes à déterminer les intensités, j'utilise plus on va dire, des indices autres que la fréquence cardiaque. Comme par exemple, si je leur donne un travail à 80%, je leur explique dans les consignes que 80% ça correspond à une intensité qui est ressentie comme du travail, mais si on leur pose une question, ils peuvent répondre avec une phrase. Et 90%, si on leur pose une question, ils peuvent répondre avec un signe de la tête ou un mot. Et 100%, c'est aucune réponse possible. Voilà, c'est proche de la mort. Voilà, donc j'utilise pas trop la fréquence cardiaque. Ça peut être utilisé je sais que certains coachs l'utilisent un peu plus. Ça peut être utilisé aussi sur le travail que je viens de décrire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, en Metcon et en simulation sport, j'utilise pas du tout. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine pour une vidéo en mode fin du mois. Allez, ciao.